Jérémias. Après mon accident, 3 choses m'ont permis de retrouver une vie épanouie. Ma famille, mes amis et le sport. Même terrain, même hauteur de filet, même balle, même raquette, même scoring. La seule règle qui diffère, c'est qu'on a le droit à 2 rebonds. L'équipe de France paralympique poursuit sa moisson de médailles avec un nouveau titre remporté en tennis aujourd'hui. Et j'étais comme un dingue, j'étais heureux comme rarement je l'ai été. Alors, vous êtes officiellement tous les deux chefs de mission olympique et paralympique de la délégation française. Je peux vous appeler capitaine ? Chef. Chef même. Ça va être des jeux extraordinaires, mais qu'est-ce qui se passe après ? Ne serait-ce que sur la partie paralympique, que ce soit un outil, un accélérateur d'intégration des personnes handicapées dans la société. Bonsoir Mickaël Jérémias, vous êtes ancien champion paralympique de tennis en fauteuil, vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem en double monsieur. Vous avez été porte-parole de la France, porte-drapeau de la France aux Jeux de Rio en 2016, quadruple médaillé paralympique de tennis fauteuil. Et en ce moment, vous êtes aussi consultant pour France Télé pour commenter le tournoi de Roland-Garros. Alors, petit commentaire sur Roland-Garros quand même, il se passe des trucs assez dingues en ce moment. Bah, c'est passé un grand moment d'émotion avec probablement le dernier match de Rafael Nadal contre un très très grand Zverev, parce qu'on a parlé de Nadal beaucoup. On a eu quand même peut-être un des plus beaux matchs de l'Allemand contre lui. Pour être honnête, on était tous en plateau et on a versé notre petite larme. C'est une partie de notre époque, hein, c'est 20 ans passés avec lui, c'est un des plus grands champions. Mais rien que là, de reparler de Nadal, vous êtes ému ? Et en fait, moi, je l'ai rencontré plein de fois dans les vestiaires. Quand je suis passé du côté fan au côté partager le vestiaire avec ces grands champions-là, Nadal, il y a une histoire un peu espagnole, commune, nos grands-mères qui se connaissent à Manacor, mes origines de mallorquines. Et ouais, c'est ça qu'on aime dans le sport. C'est les émotions que le sport procure. C'est pas juste de bien taper dans une balle jaune. En soi, c'est un peu con. Hein. Vos grand-mères, elles se connaissent ? Ouais, elles se sont rencontrées. Quand j'ai rencontré Nadal pour une remise de trophée à l'Assemblée nationale, on a échangé quelques mots en espagnol et c'était assez drôle de se retrouver, d'échanger comme ça. Et c'est un mec d'une grande humilité qui a fait énormément pour le tennis et notamment pour Roland-Garros. Quand on est athlète paralympique et qu'on rencontre un athlète comme Nadal, on se parle d'athlète à athlète en fait. Il n'y a pas de différence. Exactement. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des caméras dans ces vestiaires. La première fois que je rencontre Federer, moi, je suis comme un dingue. Ils viennent gagner Wimbledon, ils viennent battre leur record de Pete Sampras et moi, je gagne mon premier Wimbledon. Mais moi, je suis comme un dingue. Je suis déjà ivre-mort. Lui, il est là posé avec sa famille. Il est là. Je veux qu'il vienne à côté de moi juste pour faire une photo. Et puis il arrive, il me fait pousse-toi un peu. Il tape la main sur la queue. Il se fait bah alors, c'est ton premier Wimbledon, raconte. Bah non, mais toi, tu viens de battre le record de Sampras. Et toi, il me fait. Et en fait, on discute, et effectivement, ça a été ça pendant 15 ans, sur la tournée du Grand Chelem notamment, à discuter de sport, d'athlète à athlète, sans aucune différence. Et ça, c'est bien, et c'est comme ça que ça devrait être dans l'absolu. Qui l'a fait la différence si les athlètes ne la font pas ? C'est la société qui l'a fait, cette différence. En fait, on n'évolue pas ensemble. L'accès à l'éducation, l'accès au terrain de sport. Moi, je crois beaucoup à l'utilité du sport comme un outil politique et social. C'est un réducteur d'inégalités, c'est un formidable endroit pour créer du lien social, c'est un enjeu de santé publique, on le sait aussi. On a des vrais problèmes de sédentarité, pas que les personnes valides, notamment les personnes handicapées. Aujourd'hui, moi, j'y crois vraiment et la réalité, c'est que les médias ont un rôle vraiment très important. On a été tour à tour des pestiférés, une population dont on parle très peu et souvent mal, à des fois, il y a quelques années, concept de super-héros, alors qu'en fait, on est comme tout le monde. En fait, les deux sont aussi discriminants. Complètement. Mais sauf que la tentation de nous avoir mis sur un piédestal et de parler de nous comme des super-héros, notamment après les Jeux de Londres, pendant les Jeux de Londres, c'était pour nous mettre dans la lumière. Et ça a très bien fonctionné à Londres, quand ils ont créé le concept de mythe de superhumans, et ça a été vraiment incroyable, des campagnes de pub qui ont fait le tour du monde, qui ont vraiment bien marché. Maintenant, la réalité, c'est que maintenant qu'on est entré progressivement dans les lumières, et notamment là, en France, avec les Jeux de Paris 2024, c'est que tout ça devienne en fait normal, qu'une personne handicapée puisse être votre voisin, votre ami, votre amant, votre copain, votre collègue, votre ennemi aussi. On n'est pas plus sympa que les autres, on n'est pas moins sympa non plus que les autres, enfin, je crois. Et qu'on soit aussi, pourquoi pas, des champions. Mais c'est pour ça qu'on a tenu à vous mettre sur le même fauteuil que tous les autres invités, dans la même lumière, et vous traiter comme tous les invités de Click. Alors, j'ai accepté parce qu'il est vraiment confortable, parce que j'aime bien mon petit fauteuil, mais j'avoue, mais effectivement, à un moment, la question du traitement de l'autre passe d'abord par le fait que c'est un individu. Vous n'allez pas uniquement me qualifier d'abord de personne handicapée. Je suis un individu qui a comme qualification d'être handicapé, mais d'être un homme, d'être un papa, d'être un barbu, d'être ce que vous voulez.
Donc, en tout cas, je suis ravi, moi, d'être là. Est-ce que la normalisation, c'est pas ça le vrai combat ? Si, la normalisation. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop le terme de banalisation. Moi, c'est mon combat. La banalisation de la différence. Qu'une personne handicapée soit un citoyen à part entière. Moi, ça va faire 6 ans que je vis à Londres, quitté Paris pour aller m'installer là-bas avec ma femme et mes enfants. Ma femme est londonienne. Et j'ai découvert, en fait, une société qui a 2 heures de train de chez nous, qui, en fait, à qui ça ne pose pas de problème, cette différence. Et c'est pas propre, d'ailleurs, qu'au handicap. C'est propre aux minorités et aux communautés. On évolue ensemble, c'est pas vraiment un sujet. C'est une ville bien plus cosmopolite que Paris. Et la réalité, c'est que c'est pas un sujet quand je vais à l'école et que j'emmène mon gamin avec mon petit scooter électrique et mon gamin derrière, mon grand et mon petit sur mes genoux. Mais en fait, voilà, c'est un papa qui a sa différence, mais comme il y en a plein partout. On est à 3 mois des Jeux paralympiques. Nous, on tenait à vous recevoir parce que les Jeux paralympiques, on a envie de mettre la lumière dessus. Ça va être des Jeux très, très importants. Et comme on est un peu chauvin, on sait que la France a des grosses chances d'avoir des médailles. Donc, on aime bien être du côté des vainqueurs. Ça me va aussi. Ils se dérouleront du 28 août au 8 septembre dans la foulée des JO. Vous êtes chef de mission et ambassadeur de la délégation française aux Jeux paralympiques. En quoi ça consiste ? En fait, c'est ça. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, mon boulot depuis 1 an, c'est de mobiliser tout l'écosystème qui fait que ces Jeux seront réussis. C'est mobiliser et de faire du lobbying auprès de l'État, auprès du président, de le mobiliser, de l'embarquer le gouvernement, les différents ministères, auprès des médias. C'est un enjeu fondamental. Et tous les médias, pas que les diffuseurs officiels, que ce soit le service public, bien sûr, vous, tous les médias, que ce soit la presse écrite, radio, en fait, que ça devienne un sujet à part entière, que ça devienne un des plus grands, parce que c'est le cas, un des plus grands événements de la planète. Et pas tant pour montrer des belles images de parasport avec des grands champions qui vont avoir des titres. On va le voir pendant les Jeux, et on espère le plus possible. Mais pour que ça serve, encore une fois, à que demain, ce soit plus un enjeu qu'une personne handicapée soit un citoyen à part entière. C'est ça, en fait, pour moi, le combat. Ces Jeux, depuis 8 ans que je me suis engagé, donc en 2016, après la fin de ma carrière, c'est parce que je crois profondément à ça. C'est l'héritage et l'impact que des Jeux peuvent avoir. Si on prend juste l'exemple de Londres, 1 million d'emplois pourvus pour des personnes handicapées dans les 6 ans qu'ont suivi les Jeux de Londres. Chez nous, ça voudrait dire le plein emploi. Ça, c'est un héritage tangible. La transformation de la cité grâce au sport. Moi, je suis le plus heureux des hommes. Si enfin, dans notre pays, on se rend compte de la vraie utilité du sport. Vous avez 42 ans. Oui. Vous êtes né à Paris. Le tennis, chez vous, c'est une affaire de famille. Vous commencez à jouer à l'âge de 5 ans. Vos parents jouaient, vos frères aussi. Enfant et ado, vous étiez à toute patate. 7 février 2020, à 18 ans, votre vie bascule. Ouais, 7 février 2000. Ouais, 2000, pardon. Un accident de ski. Je skiais depuis que j'étais tout gamin. Un défi avec le meilleur pote de mon grand frère. Et ça a pu m'arriver 1000 fois. Je suis celui qui, en gros, quand faut pas y aller, c'est moi qui y vais. Quand faut faire un salto arrière dans une rivière sans avoir vérifié le fond, j'étais un peu le genre de couillon à le faire. Je suis passé entre les gouttes et pas ce jour-là. Donc j'ai fait un tremplin dans un parc de surf. Je suis monté à 8-10 mètres de haut. Au lieu d'atterrir dans la descente, j'ai atterri sur une plaque de verglas. Et je me suis cassé les 2 jambes et la colonne vertébrale. Et donc je suis devenu paraplégique à l'âge de 18 ans. Et donc oui, votre monde s'effondre, et notamment celui de votre entourage. Parce que moi, j'ai 4 jours de blackout pendant les jours où j'étais en soins intensifs. Donc j'ai finalement pas eu aussi peur qu'eux, mais pas autant souffert qu'eux au début. C'est terrible, on parle souvent des personnes accidentées, mais on parle pas des aimants. Moi, c'est avant tout des aimants. Ma mère, mon petit frère sont devenus aussi un peu aidants au début, mais c'était surtout et sont des aimants. Et pour eux, mes frères m'ont vu mort quand j'étais en l'air, tel un pantin désarticulé. Et mes parents, je suis papa maintenant, ont vécu justement cette souffrance. C'est un arrache-cœur de devoir vivre ça quand on est parent. Et donc moi, j'ai finalement été un peu protégé. Alors ça a été très dur, ça a été l'année la plus compliquée de ma vie, et en même temps la plus riche, parce que j'ai vécu au contact de déglingués, comme j'aime bien les appeler, comme j'aime bien nous appeler, qui n'avaient aucun filtre. Pendant une année de votre vie, en fait, vous avez un joker. Il n'y a personne qui peut vous dire que ça, faut pas le faire, ça, c'est pas bien. Qui peut me dire à moi, alors que j'ai 18 ans, que c'est pas bien que le soir je fume des joints avec mon voisin de chambre parce qu'on a besoin de s'évader, que j'essaie de draguer l'infirmière parce que 18 ans, j'ai pas mis une croix sur le fait que je pouvais encore plaire, prendre et donner du plaisir. En fait, personne à ce moment-là m'emmerde, et simplement c'est un long travail de rééducation, et le plus dur, c'est pas la rééducation, c'est la première sortie et le regard que la société pose sur nous. Et c'est ça qui a été le plus dur pour moi, et c'est encore aujourd'hui le cas pour plein de personnes. À quel moment vous vous êtes rendu compte que ça avait basculé, le regard des gens ? Ma première sortie, je voulais pas. Je restais tous les week-ends chez mes parents quand j'avais mes permes. Et mon grand frère me fait, vas-y gros, viens, on va se balader dans le quartier, on va se déplacer. Je lui fais, j'ai pas envie, force un peu. J'étais pas complètement autonome, donc il me pousse. Et il y a le regard de cette dame, qui avait à l'époque, une quarantaine d'années, qui me croise. Et elle me regarde avec un regard rempli de toute la tristesse que le monde peut porter. Rempli de pitié. Je me dis, putain, mais c'est pas ça l'image que je veux renvoyer. J'ai pas la gueule de travers, t'as pas à me regarder comme ça. Et puis même, j'ai la gueule de travers, tu me regardes pas comme ça. Et en fait, elle passe et elle continue à me regarder comme ça, du coin de l'épaule, et là en fait je pousse mon fauteuil, je lui attrape le bras en hurlant, elle fait pourquoi vous me regardez comme ça, elle qui hurle mais lâchez-moi, alors la scène surréaliste, mon frère qui fait mais lâche-la, et moi qui hurle, mais parce qu'en fait
je supporte pas à ce moment-là le regard qu'on pose sur moi. Je me dis, ça peut pas être ça ma vie. Donc ça a été compliqué ça pendant les premières années, et c'est encore aujourd'hui, pas pour moi, mais compliqué pour des personnes récemment accidentées. Et ça a été 4 ans. 4 ans, du 7 février 2000 à fin juillet 2004, où j'ai dit à mon psy que j'allais voler de mes propres ailes. Je suis parti aux Jeux d'Athènes, et je peux dire que depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été malheureux parce qu'handicapé. Quand est-ce que vous avez décidé d'aller voir un psy ? 2 ans après. Au tout début, en fait, c'est trop tôt parce que c'est une période un peu aiguë, on est en colère, on est dans le déni, on a peur. Moi, je ne sais pas ce que c'est en 2000, la vie d'un mec en fauteuil roulant. Ça n'existe pas. Des gens en fauteuil roulant, vous n'en voyez pas dans la rue, vous n'en voyez pas à la télé, vous n'en voyez pas dans les entreprises, vous n'en voyez pas à la fac. Moi, j'étais à la fac. Donc, j'ai aucune idée. Est-ce que ça vit aussi longtemps ? Est-ce qu'on peut avoir une vie professionnelle, une vie amicale, une vie intime ? J'ai aucun référent. Donc, c'est ça, moi, qui m'angoisse. Et donc, au bout de 2 ans, alors que pourtant, je découvre le tennis fauteuil, je fais la fête, je retourne en soirée avec mes frères, je sors avec des filles, tout va bien, tout revient normalement. Ben, le problème, c'est qu'il y a un truc qui passe pas. Et naïvement, je pensais que c'était juste le fait d'avoir le cul dans un fauteuil roulant. Et en fait, non. Quand tu mets le pied là-dedans, tu te rends compte que depuis ta naissance, un certain nombre de névroses, et on en a tous, qui conditionnent ce qu'on est et nos parcours. Et voilà, et pendant 2 ans, chaque semaine, j'allais, accompagné par mon petit frère souvent, parce que c'était pas parfaitement accessible, le cabinet de mon psy. Et j'y allais, je m'allongeais pendant 3 quarts d'heure, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a changé la vie. Et puis jusqu'au jour où j'ai décidé que c'était le bon moment. Et depuis, je suis jamais retourné, mais si un jour j'ai besoin, j'y retournerai. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. Vous conseillez aux personnes qui sont victimes d'accidents d'aller consulter un psy ? Moi, je conseille à toute personne qui souffre, psychologiquement, de ne pas s'inventer des super-pouvoirs. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surfemme. Aujourd'hui, vous avez mal à la jambe, vous allez voir, je sais pas moi, vous allez voir un rhumatologue, vous avez mal aux dents, vous allez voir un dentiste. En fait, quand vous avez mal, quand vous souffrez dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête, en fait, on va voir. Psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, à voir, peu importe. Mais en fait, il ne faut pas lutter. Aujourd'hui, la question de l'accompagnement sur la santé mentale, la question de l'état psychologique, c'est le plus compliqué. Le reste, c'est très mécanique. Ça marche pas, on le répare. Mais la tête, à quoi ça sert de vivre si on est malheureux ? C'est extrêmement compliqué. Et la souffrance psychologique, c'est une des pires souffrances. Donc oui, bien sûr, j'encourage vraiment, et malgré tous les freins que vous pouvez avoir et tous les a priori qu'on a dessus, oui, il y a des bons et des mauvais médecins, mais comme partout. Mais il y a surtout des gens qui existent, qui sont là pour nous aider, donc il ne faut pas hésiter une seule seconde. J'avais eu la chance de vous rencontrer il y a une dizaine d'années, et je me suis dit, ce mec-là, ça va être une star. Aujourd'hui, vous en êtes là où vous en êtes, et je suis très très fier de vous. Merci. Et vous m'aviez sorti une expression qui m'avait fumé de rire, que vous utilisez encore. Vous m'aviez parlé de votre tour Eiffel. Ouais, alors c'était il y a 10 ans. Maintenant, à 42 ans, la tour Eiffel, c'est un peu la tour de Pise. Mais non, en fait, c'est ce que je raconte souvent quand je fais mes conférences. J'ai 18 ans. Il faut que vous imaginiez que quand j'ai mon accident à l'âge de 18 ans, quand je me réveille, je suis paralysé du nombril jusqu'aux orteils. Parce que je me suis fracturé la 11e et 12e dorsale qui se situe à peu près à ce niveau-là, derrière. Et donc, à ce moment-là, je sens rien et je bouge rien. Et très rapidement, je dis pas, est-ce que je vais remarcher ? Parce que de toute façon, rien ne bouge. Mais vous savez, à 18 ans, alors pas plus qu'à 30, 40, ça je l'ai appris 24 ans plus tard, sans être plus obsédé que la moyenne des gens, la question de la sexualité, la question de l'érection, de la première érection, c'est un truc qui, moi, à ce moment-là, m'obsède. Et pendant 3 semaines, je commence à avoir des picotements dans les cuisses, je commence à récupérer un petit peu de fonction motrice et sensitive. Et un matin, je me réveille, comme tous les matins, allongé sur le dos, avec mes pieds qui sont comme ça, et là, je vois pas mes pieds. Moi, je suis un mec curieux, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont coupé les pieds dans la nuit, j'ai fait une phlébite. Donc, je suis un mec curieux, il y a un truc gigantesque qui obstrue ma vue. Donc, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, Mouloud, je lève le drap, et là, la fameuse tour Eiffel, et voilà, c'était ça dont je vous avais parlé. Comme c'est mon histoire, il n'y a que moi qui peux le raconter. Alors, on peut toujours, pour celles qui l'ont vu, tweeter et dire la vérité. Mais en tout cas, oui, j'aime bien raconter ça, mais parce qu'en fait, c'est un des plus grands tabous, c'est un des derniers tabous. La vie intime des personnes handicapées. Aujourd'hui, elle est encore niée. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit au plaisir, on n'a pas le droit d'être des amants, des amoureux, des papas, on n'y a pas le droit. En tout cas, quand on parle par exemple de PMA, qui a été par exemple pour moi un vrai parcours du combattant, pour avoir mes 2 enfants, la PMA, ce n'est pas que pour les couples homosexuels. C'est aussi pour des personnes qui ont simplement des problèmes d'infertilité. En tout cas, aujourd'hui, moi, c'est un des sujets que je porte, parmi tous mes sujets sur lesquels je me suis engagé. Et ça fait 3 ans que j'anime une émission de radio qui s'appelle « Dis-moi oui, Andy », avec un H sur So Good Radio, où on raconte et on parle de toutes les sexualités, avec des thèmes... Qu'est-ce que vous voulez dire que la société ne veut pas entendre sur la sexualité des handicapés ? En fait, la société ne veut pas savoir, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas imaginer que nous, on puisse prendre du plaisir, donner du plaisir. Et là, je vous parle du handicap moteur. Si on commence à s'intéresser un petit peu, qui est encore un plus grand tabou sur le handicap mental,
parle de castration chimique, on parle de censure, on parle de familles qui sont obligées de se retrouver dans une situation extrêmement glauque, de parents d'enfants trisomiques obligés de masturber leurs enfants parce qu'ils deviennent fous et qu'ils n'ont pas le droit. On leur interdit l'accès à la vie intime et à la sexualité. Donc c'est un tabou. Et puis, nous, en fait, on est des objets de soins. C'est-à-dire qu'on parle de nous comme des gens dont vous devriez nous inclure dans la société. On parle beaucoup d'inclusion. Et moi, je ne vous demande pas de m'inclure. Moi, je fais partie du même pacte que vous. C'est-à-dire qu'en 1948, on signe la Déclaration des droits de l'homme. Je crois qu'on a les mêmes droits. Le 8 février 2000, j'ai mon accident, la veille, et je ne deviens plus un citoyen de plein droit. Donc arrêtez de m'inclure. Intéressez-vous aux origines de l'exclusion. Et là, on va avancer ensemble. Et donc oui, de la même manière, je n'ai pas envie de survivre en m'aidant, en me donnant un job parce qu'on a 2 fois plus de chances d'être au chômage. Non. Moi, j'ai envie de brûler la vie, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de jouir de ce que la vie a apporté. Après, des droits, des devoirs, très bien. Mais pour l'instant, c'est surtout des devoirs. J'aimerais bien qu'on ait les mêmes droits. On voulait revenir avec vous sur une image qui a marqué l'actualité la semaine dernière. On regarde et on en parle juste après. La semaine dernière, on a adoré voir l'équipe du film Un petit truc en plus fouler le tapis rouge du Festival de Cannes. Et si on est heureux de la visibilité que ça a donné aux personnes en situation de handicap, on n'a en revanche pas pu s'empêcher de remarquer ça. Artus, le réalisateur du film, obligé de porter Sofiane Rib, l'un des acteurs handicapés, pour monter les marches. De quoi rappeler qu'à Cannes, comme ailleurs, se déplacer reste un casse-tête pour beaucoup de personnes en situation de handicap. Il y a une société qui est faite par des personnes valides pour des personnes valides. Et nous, on en est exclus. Les personnes handicapées sont dans un contexte où elles n'ont pas d'autre choix. Si elles veulent exister, elles doivent constamment se battre. Et moi, ce que je veux, c'est que les gens retiennent que ce n'est pas normal. Pas normal, effectivement, qu'elles soient discriminées dans l'accès à l'emploi, la santé, la culture, le logement, mais aussi le sport. Et à 3 mois des Jeux paralympiques, on espère un réveil des consciences, car encore trop souvent... Instead of just accepting someone with a disability as that, the media often likes to build you up into something remarkable. Donc pour changer le regard de la société sur le handicap, il faut aussi changer la manière dont on en parle et cesser la rhétorique condescendante. Des fois, il y a du monde qui s'adresse à moi comme si j'avais 7 ans. Comment ça va aujourd'hui? Madame, j'ai 27 ans. En France, 12 millions de personnes seraient concernées par un handicap, soit 18% de la population. When people project their ideas of what they think disability is onto me, they reduce me to a selection of stereotypes based on the things that they've presumed about my life. The best things that I can tell people about disability, that you can still achieve the things you want to, you just have to get creative about how you do it. Une réaction ? Alors sur le Festival de Cannes, ça s'appelle la montée des marches. Effectivement, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on ne met pas un élévateur au niveau des marches? Mais on pourrait aussi imaginer quelque chose... Moi, je l'ai montré un jour, les marches. Est-ce que c'est parce que, en tant que producteur, peut-être un jour, en tant qu'acteur, en tout cas, je l'ai montré un jour. Et moi, j'en ferai un événement, comme quand je vais en boîte de nuit avec mes frangins et que la boîte, elle n'est pas accessible. Moi, je sais soigner mes entrées. Quand on arrive à Lima, avec Teddy Riner et David Douillet, ils me portent. C'est moi la star, c'est moi le prince. Là, il a pris dans les bras, parce qu'il n'était pas question qu'Artus monte sans Sofiane en démarche. Mais au-delà de ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. 12 millions de personnes, 1 milliard de personnes handicapées. On parle beaucoup de pourcentage, parlons chiffres. 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Ils n'ont pas tous la chance d'être en fauteuil roulant comme moi, mais c'est une réalité. 1 milliard de personnes. Aujourd'hui, quand moi j'échange avec le président Macron et avec François Hollande auparavant, Sarkozy et même Chirac, parce que j'avais la chance aussi de le rencontrer, en fait, je crois que c'est la population vraiment avec laquelle on n'a jamais su composer, avec laquelle on n'a jamais su comment en faire des citoyens de plein droit. Et donc oui, aujourd'hui, les jeux, c'est un des outils, mais il n'y a rien de plus insupportable de ne pas pouvoir être considéré juste parce qu'on a une différence. Il utilise quelle rhétorique, le président Macron, quand il s'adresse à vous ? En fait, je pense qu'il y a un vrai sentiment d'impuissance. La question de la volonté, l'envie, l'engagement, les moyens, il n'y a jamais autant de moyens autour de la question du handicap, de la mise en accessibilité des restaurants, des cafés, des commerces. Il y a eu 300 millions qui ont été investis. Il n'y a jamais eu autant de stations accessibles. Je ne parle pas du métro, je parle des stations de train et de RER, notamment autour des jeux. Tout ça va dans le bon sens. Mais en fait, on parle d'une goutte d'eau. La mise en accessibilité d'une société comme la nôtre, c'est des dizaines, voire des centaines de milliards. Donc comme ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire pour tout refaire, ils essaient d'aller un peu à droite, à gauche. Mais pour moi, c'est un problème d'éducation fondamental. Ce n'est pas une question d'argent, essentiellement. C'est comment, depuis la tendre enfance, on apprend à vivre ensemble. Le jour où on le fait, le jour où 100% des enfants handicapés peuvent évoluer en école ordinaire de la République, là, on change le monde. Le reste, ce n'est pas un problème. Ce ne sera pas un sujet pour vous de me retrouver à la cafétéria, boire un coup, et dire « Ah, t'es en fauteuil roulant ?» En fait, ce n'est même pas un sujet. Et moi, je veux que ça ne devienne plus jamais un sujet. Alors, vous l'avez compris, Mickaël Jérémiaz, c'est une star. Voilà. Il va monter un jour les marches du Festival de Cannes. Il le dit et moi j'en suis sûr.